Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir pour vous entretenir sur les réserves de biosphère et l'éducation à l'environnement et au développement durable. Je voudrais d'abord remercier Barbara Bader et l'école d'été pour m'avoir invitée. J'ai hésité lorsque j'ai composé la présentation à savoir qu'est-ce que je vais vous présenter. Les réserves de biosphère sont tellement riches d'expériences, tellement riches de cas que on a l'embarras du choix pour parler du développement durable et de l'éducation. Donc, au lieu de décliner un ensemble d'exemples et d'expériences, j'ai plutôt choisi de vous amener faire un tour à travers les biosphères, les réserves de biosphère du Canada et prendre le train là où on est rendu. Alors, vous allez découvrir certaines expériences de développement durable, mais à travers un projet de partenariat que nous mettons en œuvre, toutes les réserves, en collaboration avec l'Université de la Saskatchewan et l'Association canadienne des réserves de biosphère. Alors, vous allez voir à travers cette expérience, ce projet que nous menons depuis déjà 3 ou 4 ans, comment se sont révélées les différentes expériences de développement durable. J'avais apporté 2 petits guides, je ne sais pas s'ils sont quelque part, mais je vous les montrerai tantôt, peu importe. Donc, alors, le plan de la présentation, je vais vous définir, expliquer qu'est-ce que sont les réserves de biosphère, comprendre d'où vient cette unité, d'où vient cette organisation qui a été fondée par l'UNESCO. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'elles font, les réserves, comment elles fonctionnent. On va ensuite aborder le projet de partenariat, quelques résultats, évidemment des pratiques, des bonnes pratiques et finalement des perspectives pour l'avenir. Donc, réserve de biosphère, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, les réserves de biosphère, ce sont des régions écologiques exceptionnelles, reconnues par l'UNESCO. Et elles sont reconnues parce qu'elles ont un caractère unique, elles ont une richesse, un patrimoine, un paysage exceptionnel. Alors, pour être une réserve de biosphère, il faut s'organiser, se préparer, inventorier qu'est-ce qu'on a sur le territoire afin d'acquérir le titre. Et ce n'est pas donné à toutes les régions. Donc, c'est aussi un privilège d'être une réserve de la biosphère sur cette planète. Donc, les fonctions, la mission des réserves de biosphère, c'est d'abord la conservation de la biodiversité naturelle et culturelle, mettre en œuvre le développement durable, mais aussi stimuler la recherche et l'éducation. Une réserve de biosphère, lorsqu'elle est définie, elle comporte 3 zones. Donc, la zone centrale, qu'on appelle souvent le noyau, là, c'est une portion du territoire qui est, si on pourrait dire, qui est vierge, où il n'y a pas de construction, où il n'y a pratiquement pas d'activité anthropique. C'est la nature à son meilleur. La zone tampon, où on peut trouver des activités humaines, que ce soit l'agriculture ou la foresterie ou quelques autres activités, mais toujours en harmonie, où on s'efforce de respecter les ressources naturelles et d'être, si je pourrais dire, en parfaite harmonie avec le milieu. Et finalement, la zone externe, qui est la zone de coopération, c'est souvent une zone qui est habitée, où les enjeux là sont différents. On doit, encore une fois, équilibrer utilisation des ressources, gestion du territoire, et etc. Donc, il existe 621 réserves de biosphère à ce jour. Le nombre continue de grandir à un rythme quand même intéressant. Ces 621 réserves de la biosphère sont réparties sur 117 pays. Au Canada, est quand même bien représenté. Il y a 16 réserves de la biosphère du Pacifique à l'Atlantique, réparties sur 6000 kilomètres, 5 fuseaux horaires. Et comme on peut le voir, ce sont des zones, ce sont des territoires à géométrie variable. Il y en a des minuscules, alors qu'il y en a aussi des très grandes dimensions. Et si on jette un coup d'œil ici aux aires, aux dimensions, là, ça varie avec la plus grande qui est Manicouagan-Upichka au Québec avec 54 km² et le Mont-Saint-Michel
Saint-Hilaire, donc on a la plus grande et la plus petite au Québec, qui est à peine 1,1 km². Aussi en population, très, très variable. Et au total, lorsqu'on prend les zones, les 3 zones, en fait, le zonage là, était un peu flexible sur la zone externe, mais si on prend toutes les populations, ça fait environ 2 millions de personnes au Canada. C'est quand même important comme organisation. Les réserves de biosphère sont inspirées des programmes de l'UNESCO. En 1972, c'est là qu'on a créé ce qu'on appelle le programme L'Homme et la biosphère. On l'appelle MAB de l'anglais, Man and the Biosphere. Et c'était vraiment, à ce moment-là, une réaction au constat de dégradation de notre milieu de vie. Ceux qui sont assez âgés se souviennent là, des crises, de la pollution, du développement industriel qui causait de nombreux ravages. Donc, il y a une prise de conscience importante. Et on a créé cette organisation qui était, je crois, visionnaire, au même titre que les parcs, parce qu'on y proposait les 3 principales fonctions qui sont la conservation des ressources naturelles et culturelles, le développement harmonieux, respectueux, aujourd'hui qu'on appelle durable, et aussi stimuler la recherche. On a besoin de connaître ce qui se passe, on a besoin de développer des stratégies pour conserver les ressources et en fait la planète. Donc depuis 1972, d'autres programmes ont émergé, que ce soit des conventions, des programmes, etc. Alors, autour des années 80, en fait, en 92, on a la Convention de la diversité biologique qui va ajouter une dimension, celle de la conservation, mais là, bien plus précise, de la diversité biologique, du patrimoine génétique et toujours de la diversité culturelle. Un peu plus tard, on aura la stratégie de Séville. Et là, c'est 96, 95, on voit apparaître les notions de développement durable. On est plus dans la compréhension des systèmes, dans la gestion. Donc, les réserves de biosphère, d'année en année, de décennie en décennie, ajoutent ces orientations-là, se mettent à jour pour mieux rencontrer leur mission et leur mandat. Un peu plus tard, on a l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire. Et là, évidemment, on a la dimension économie, la dimension technologie verte qui fait son entrée et qui influence aussi le travail des réserves. Et plus récemment, le plan d'action de Madrid. Plan d'action de Madrid, 5 grandes orientations qui sont la coopération, zonation, le renforcement des capacités, l'intégration des connaissances et le partenariat. Donc, actuellement, les réserves de biosphère s'inspirent étroitement du plan d'action de Madrid. Elles sont supposées le faire. Elles ne le font pas tous également. Il y a 31 objectifs ou cibles qui, pour ceux qui travaillent en éducation, développement durable, je vous propose vraiment d'aller visiter ce document vraiment très, très intéressant, très riche en orientation, en cibles, qui influencent les réserves de biosphère, mais au-delà même. Alors, après Madrid, qui devrait se terminer en 2014, il y aura un autre plan qui sera énoncé. Et je vous invite en tout cas à aller visiter vos réserves de biosphère. Vous y trouverez vraiment des choses exceptionnelles. Donc, théoriquement, c'est ça les réserves de biosphère, mais en pratique, il y a beaucoup de volontaires, il y a beaucoup de bonne volonté, il y a des gens qui ont adopté cette mission, qui croient fermement qu'on peut changer, qu'on peut améliorer la qualité de vie, qu'on peut améliorer les écosystèmes en adhérant à ces principes. Mais il y a beaucoup d'enjeux aussi. Premier enjeu, les réserves de biosphère doivent être autonomes financièrement.
Il y a quelques années, le gouvernement fédéral subventionnait d'une façon très raisonnable à cette époque, il y avait peut-être une douzaine, une quinzaine de réserves, mais plus récemment, dans les dernières années, il y a eu des coupures budgétaires. Donc, les réserves doivent être entièrement autonomes. Beaucoup d'énergie est consacrée au levée de fonds. Les réserves ont donc des moyens limités et des moyens variables d'un océan à l'autre. Il y a des réserves qui sont installées depuis longtemps. Les années 70-80 ont eu le temps de développer des partenariats avec les municipalités, avec les régions. Ça fonctionne bien. Mais pour les plus récentes, il y a l'enjeu monétaire est vraiment important. Donc, un roulement de personnel, un transfert de connaissances d'expérience qui n'est pas toujours complet. Et au final, elle se trouve souvent isolée. Le territoire est grand, 16 réserves de biosphère sur 6 000 km. C'est pas évident d'appeler ou d'aller visiter son voisin pour apprendre et échanger les expériences. Donc, dans ce contexte, il y a un groupe une réserve de biosphère qui a énoncé cette idée de pourquoi ne pas développer plus de partenariats pour plus on le disait tout à l'heure, si on travaille ensemble, on va éviter de réinventer la roue à chaque fois, on va se renforcer, on va s'enrichir mutuellement. Donc, cette idée est tombée dans l'oreille d'un chercheur de l'Université de Saskatchewan qui s'intéresse, entre autres, aux forêts modèles et aux réserves de biosphère. Et ça a donné naissance à ce projet de partenariat subventionné par le Conseil de recherche national en sciences humaines. Un projet de 4 ans qui avait pour but de créer des réseaux de travail, réseau des réserves et développer des stratégies d'apprentissage social au Canada. Et évidemment, tout le regard scientifique sur ces développements de réseaux. Donc, partenariat entre l'Université de la Saskatchewan. Il existe, je vous ai parlé des réserves individuellement, mais il existe aussi une association des réserves de biosphère, donc un partenariat qui impliquait principalement les coordonnateurs de réserves de biosphère et les chercheurs, mais aussi d'autres partenaires comme la Commission canadienne de l'UNESCO, UNESCO Paris, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait il y avait environ peut-être une vingtaine de personnes très actives dans le développement des réseaux, toujours en pleine fonction, pour atteindre ces objectifs qui étaient d'identifier d'abord qu'est-ce qui se fait dans les réserves, quels sont les bons coups, quels sont les mauvais coups, qu'est-ce qu'on doit éviter. Et ça a pris un certain temps, je dirais, avant qu'on identifie, qu'on précise les objectifs, mais c'est devenu assez clair avec le temps qu'il fallait voir qui on est, en fait, qui sont les réserves, qu'est-ce qu'elles font, les bonnes pratiques de gouvernance et de réseautage, améliorer la recherche participative, l'échange d'informations, le réseautage entre les chercheurs universitaires, des réserves et l'association. Évaluer collectivement comment le partenariat améliore la compréhension scientifique et les capacités pratiques des réserves à s'engager dans la gouvernance et l'apprentissage de la durabilité. Les bases méthodologiques, au départ, on avait des bases qui étaient incertaines parce qu'on est en recherche-action. C'est pas évident de faire travailler 10 provinces ensemble, réunir tout ce monde-là. Et au fil du temps, au fil de la recherche, évidemment, la recherche-action participative, c'est évident. Nous nous sommes appuyés sur cette méthode qui nous a permis, en fait, qui a réuni coordonnateurs et chercheurs pour donner un sens commun au projet et le faire évoluer au fur et à mesure. Communauté de pratique, nous l'avions en tant que chercheurs en tête dès le départ, mais ça s'est vraiment précisé. Les coordonnateurs se sont liés et ont travaillé, pas nécessairement dans un cadre extrêmement formel, c'était plutôt informel, mais l'échange de connaissances dans un processus, dans des discussions transparentes, c'est très bien installé.
Apprentissage social, une fois qu'on est en communauté de pratique, la prochaine étape, ça a été de s'inspirer de ce que font les autres, d'apprendre, de fouiller, d'expérimenter et finalement de transformer sa propre pratique. Donc, au final, lorsqu'on regarde derrière ce qu'on a accompli, ce sont les bases méthodologiques qui nous ont vraiment bien servi. J'ai parlé du point de départ où c'était pas évident par où on commence. Est-ce qu'on essaie de se projeter dans l'avenir? Et en travaillant étroitement avec les coordonnateurs de réserve, on s'est aperçu qu'il y avait un besoin de savoir qui est chacun. Même chacune des réserves n'avait pas toujours une idée claire de ce qu'ils avaient accompli depuis 10 ans, depuis X années. Donc, le premier travail a été de faire un inventaire des projets. Je sais que c'est très petit, vous n'avez pas besoin de voir tout le détail, mais pour voir que une quinzaine de réserves de biosphère on a pris les projets dans les 5 années qui précédaient. On est arrivé avec 430 projets et là, on a une synthèse ici. Vous pouvez voir un peu la nature de ces projets-là. C'est en anglais, mais je vais vous traduire. Autant dans la conservation qui comprend études de la biodiversité, de la flore, de la faune, le monitoring, la cartographie, le développement de corridors forestiers, le développement durable. Et là, ça se décline en toutes sortes de choses. Le tourisme durable, les chartes de développement durable, centres de durabilité et ainsi de suite. L'aménagement du territoire, un autre type de projet très important, parce qu'il faut penser qu'on a des grands territoires, les prairies entre autres, et l'éducation. Donc, la prochaine étape dans ce projet de partenariat a été de sélectionner certains thèmes et d'inviter les partenaires, donc les coordonnateurs de réserve, à travailler ensemble sur des projets, sur des thèmes qui les touchent et sur lesquels ils souhaitent avancer davantage. Donc, ceux qui connaissent un peu les biologistes, là, quand on fait de la cartographie de végétation, on a ce type de tableau et on bouge les colonnes pour trouver les aires qui se ressemblent. Donc, c'est ce qu'on a fait à peu près, là, et on a réussi à... En fait, il y a des réserves de biosphère qui se ressemblent dans leurs intérêts. Et c'est là qu'on les a réunis. On leur a proposé, bon, tiens, il y a le tourisme durable au lac Saint-Pierre, à Georgian Bay, à la baie de Fundy. Vous avez des intérêts communs, mais vous vous intéressez aussi à l'éducation. Donc, il y a quelque chose d'intéressant ici que vous pourriez partager. Et ces groupes de travail, qu'on appelle clusters en anglais, se sont créés naturellement, ont émergé et ça, c'était très intéressant parce qu'on avait quand même des groupes de travail qui étaient représentés par des régions différentes au Canada. Ça, c'est important d'avoir, premièrement, les 2 langues, les 2 cultures et vraiment des paysages aussi différents. Donc, l'éducation, ce que vous voyez en vert et rouge, ce sont des sites de réserve de biosphère. Et en rouge, ce sont les réserves qui ont choisi de travailler ensemble sur les enjeux d'éducation. C'est là que je vais en profiter de quelques diapos pour vous expliquer qu'est-ce qu'on a... On a cherché les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on a trouvé comme bonnes pratiques qui sont inspirantes, je pense, pour les gens ici là, qui vont développer toutes sortes de scénarios et de projets en développement durable. Donc, à partir de ces réflexions, les 5 réserves de biosphère ont identifié un certain nombre de projets, ici 22 projets, les ont analysés, les ont comparés. On a découvert que, en fait, ils travaillent dans 4 types de projets. Ils travaillent avec les milieux scolaires, en sciences citoyennes, partenariat avec les communautés décideurs et bénévolat. Bon, pour les réserves, on va revenir maintenant à la réflexion de nos partenaires. Pour les réserves de biosphère, les coordonnateurs, les facteurs de succès, ça a été de travailler en confiance, d'être avec des partenaires scientifiques, des partenaires du milieu, et entre eux, c'était d'abord de se sentir en confiance. Il a fallu plusieurs rencontres face à face, et le budget qu'on avait justement permis de se rencontrer face à face, d'établir une relation, d'établir une confiance entre les chercheurs et les coordonnateurs.
L'autre élément de succès, c'était de travailler sur des sujets communs, des intérêts communs. On a vu les 3 thèmes, l'éducation, le tourisme durable et la gestion du territoire. Et là, ils se sont sentis très valorisés et en fait, fiers de présenter et de créer, d'échanger leur succès, leurs bonnes pratiques. Le petit montant d'argent que nous avons pu leur attribuer a fait toute la différence. Et même si c'était insuffisant, ils ont participé avec beaucoup d'enthousiasme. Et surtout, le fait de pouvoir se rencontrer face à face a fait vraiment avancer les choses. La valeur perçue, ça aussi, ça a été un travail de plusieurs mois. Quel est l'avantage de participer à un réseau de partenariat? Parce qu'on n'y voit pas d'intérêt au départ, mais plus on est dedans, plus on commence à échanger, plus on s'aperçoit que j'apprends des autres. Il y a beaucoup de choses à découvrir, des trucs et ainsi de suite. Apprentissage et prise de décision. Bon, mais ça, on y est. J'en ai passé un. Volonté de s'engager dans la collaboration. Mais ça venait d'eux. Une fois qu'ils ont bien perçu la valeur, ils ont eu la volonté de partager, de s'engager. Plus disons, si on se détache des principaux partenaires, des coordonnateurs, ce qui a fait une différence aussi, c'est le flux d'informations. On travaille de façon virtuelle, Skype, Internet, courriel, comment ça base to media et ainsi de suite, toutes sortes d'outils, GoToMeeting. On en a passé des heures sur le virtuel. Ça fonctionne. En autant que la communication, elle est soutenue et qu'on a des réponses lorsqu'on envoie un courriel, donc un flux d'informations efficace. Dernier élément qui est pas le moindre, que les coordonnateurs classent, comme étant un des principaux facteurs, c'est la facilitation, le leadership. Ils se disent que finalement, c'est très difficile de travailler ensemble quand il n'y a personne en haut là, qui va nous dire « Tiens, à tel endroit, ils font ça, peut-être que vous pourriez vous parler » ou « On organise une réunion ». Même un peu comme l'injection de fonds qui était minimum, le leadership et la facilitation n'étaient quand même pas extraordinaires, mais c'était juste l'étincelle et le fait qu'ils se sentent accompagnés, suivis, on leur envoie des rappels, était suffisant pour déclencher la création de ce partenariat. Donc, ces facteurs de succès, je crois fermement qu'ils sont transférables, ils sont transposables dans vos expériences. Lorsque vous tenterez de faire travailler des groupes ou des organisations en réseau. Ce qui a fait que nous, en tant que chercheurs, on est arrivés avec une compréhension du partenariat ou de la construction du partenariat avec ce modèle simple qui commence avec, en fait, ça commence pas, ça continue toujours, mais en commençant par le vert, la section verte, il faut d'abord participer, avoir une idée et inviter à la participation. Et là, lorsqu'on est en participation, il faut se donner le temps de partager, de communiquer, d'identifier les intérêts pour ensuite aller vers notre projet, interagir, intégrer et co-créer. Dans ce cas ici, c'était d'identifier les bonnes pratiques, d'en créer des nouvelles, de produire un document et de faire vivre le réseau. Finalement, négocier et décider, tout ça, toutes les étapes, là, elles ont dû être négociées, décidées, partagées. Donc, dans la séquence, on arrive à un moment donné où les gens doivent s'engager et se prononcer. Puis, sans oublier, évidemment, l'évaluation. Revenir sur ce qu'on a fait et réfléchir sur les avantages ici du partenariat et comment on peut aller plus loin maintenant qu'on a bien réseauté. Derrière tout ça, ce qui supporte tout ça, une facilitation structurée que j'ai eu la chance de porter pendant un bon moment au cours de ces 4 dernières années. Donc, c'est ce à quoi on est arrivé. Je peux continuer un petit peu plus loin en disant qu'est-ce qui s'en vient, quels sont les prochains défis.
une chose certaine, pour faire travailler les gens ensemble, ils doivent avoir des objectifs. C'est vraiment simple, mais cette expérience nous redit ça. Convergence des objectifs, partage de connaissances pour mieux co-créer et pour arriver à faire des changements de pratique et aller plus loin. Les besoins qui ont émergé et qui doivent continuer, c'est l'évaluation continue. C'est vraiment important que les réserves de la biosphère continuent à évaluer de mieux en mieux leurs pratiques pour s'améliorer et partager, que ce soit plus facile de partager. L'incitatif monétaire et humain, dans ce cas-ci, la facilitation, en fait, c'est vraiment des clés de succès dans ce modèle. Alors, je pense que ça fait le tour. Il ne me reste plus qu'à remercier les principaux coordonnateurs, les chercheurs et tout ce beau monde qui ont participé de près ou de loin à la création de ce réseau de biosphère. Merci.